Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de gérer un chantier de rénovation, puisque si tu démarres un chantier ou que c'est un projet futur pour toi, tu dois forcément te poser la question de comment gérer ou comment apprendre à gérer un chantier de rénovation. Parce que, en tout cas, normalement, si tu es normalement constitué et que tu n'es pas trop sûr de toi et que tu ne te jettes pas les deux pieds dans le vide, normalement, tu veux pas que ça parte en cacahuète et tu veux gérer ça correctement. Donc ça s'apprend, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien. Je me suis un petit peu basé sur ce que un ami connaissait pour qu'il puisse m'en parler et que je puisse l'observer dans sa façon de faire. Mais j'ai surtout beaucoup appris de mes 10 années d'immobilier et j'ai surtout appris de plus d'une quinzaine de chantiers que j'ai gérés jusqu'à présent. Donc, je vais développer là-dessus. Voilà ce que j'ai appris après tous ces chantiers. Donc, je vais te faire la liste qui est non exhaustive. Après, je vais rentrer dans les détails un peu plus précisément. J'ai noté 6 points qui me semblent les choses les plus importantes et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des chantiers très fluides, une communication vraiment optimum. Donc ça passe par des connaissances, ça passe aussi par des outils. Je vais expliquer tout ça. Donc étape numéro 1, l'état d'esprit. Je vais tout développer après. Étape numéro 2, écouter. Étape numéro 3, se faire respecter. Étape numéro 4, toujours apprendre. Étape numéro 5, le vocabulaire spécial, je vais rentrer dans les détails après. Et étape numéro 6, être chef d'orchestre avec des outils. Donc l'étape numéro 6, reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer, il y a notamment 2 outils que tu peux utiliser qui sont gratuits et qui sont top. Donc, rester ouvert d'esprit parce qu'en fait, quand on gère son premier chantier ou même n'importe quel chantier, on peut avoir une idée précise de ce qu'on veut. On s'est déjà projeté, on a peut-être même déjà fait ses propres plans de son appartement, de sa maison, de son local, de ce qu'on veut rénover, puisque ça correspond à un budget que la banque veut bien t'allouer pour ton enveloppe travaux. Bon, ok, jusque-là, pas de problème. Mais par contre, moi, je pense que rester ouvert d'esprit, c'est une autre manière de dire rester flexible sur sa projection, en fait. Parce que tu vas imaginer que tu veux faire telle pièce, tu veux les agencer comme ça, et que ça rentre dans ton budget. Puis à la suite des visites d'entrepreneurs pour te faire des devis, ils vont te dire mais moi ça je le fais pas, ça je le fais. Là je pense qu'il vaut mieux pas faire ça, vaut mieux faire comme ça. Et peut-être pas du tout. Peut-être qu'ils vont tout valider sur ton projet et te faire un devis en conséquence. Et que c'est au moment d'attaquer les travaux où ils vont te dire bah attends ça c'est plus possible, ça on va faire comme ça, là on a une contrainte après le devis. Donc du coup, voilà, rester ouvert d'esprit parce que je pense qu'on peut vite se bloquer en se disant attends mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il veut me modifier mes plans, tu vois. C'est pas toujours. En fait, l'idée c'est de pas rester sur la défensive. Vraiment, quand on constitue une équipe pour les travaux, on constitue son équipe en fait. On est le capitaine. Donc c'est comme dans le sport. Donc dans ton équipe, tu as ton défenseur, ton milieu de terrain, ton attaquant, ton goal. Ah ben là c'est pareil. Quand tu as ton électricien, ton plombier, ton plaquiste, ton peintre, ton maçon, si tout ça c'est des gens différents, peu importe, ton expert structure, etc. Tous ces gens-là, c'est ton équipe. Donc normalement, ils ne sont pas là pour t'apporter du négatif, mais plutôt du positif. Et en fait, c'est à toi de rester ouvert d'esprit et de ne pas forcément prendre, par exemple, un manque de tact ou une suggestion qui serait pas à ton goût, de pas forcément mal le prendre et plutôt de se dire, bon, ok, on est dans la même équipe. Donc l'étape 1, rester ouvert d'esprit, c'est très important. Tu vas peut-être plus comprendre avec les autres points après ce que je voulais dire par là. L'étape 2, c'est écouter. Écouter et parler plus tard. En réalité, l'étape 2, c'est écouter et parler plus tard. Pourquoi ? Parce que, alors à moins que tu sois déjà dans la partie des chantiers, de la rénovation, de la construction et que tu connaisses les choses sur les bouts des doigts, mais moi je ne suis pas ingénieur bâtiment, je ne suis pas ingénieur économique, etc. Moi, mon vrai métier à la base, c'est le commerce. Et donc, du coup, exactement comme dans le commerce, je me suis dit, je vais appliquer une règle qui fonctionne bien dans le commerce, c'est écouter et parler plus tard. Hein, ça, c'est un vrai truc qu'on apprend quand on vend quelque chose. En fait, il vaut mieux écouter plutôt qu'essayer de vendre à tout prix. Parce qu'en écoutant, on va réussir à placer. Tu vois, c'est le 80-20. Tu laisses ton interlocuteur parler 80% du temps, toi tu lui réponds 20% du temps, mais tu n'es pas obligé de faire des dissertations. Tu te sers en fait de ce qu'il t'a dit comme levier pour lâcher les petites phrases, faire des petites réponses, etc. etc. Et en fait, toi, ton but ultime, c'est de t'enrichir de l'expérience des gens qui sont dans ton équipe, donc qui gèrent le chantier avec toi, pour pouvoir faire de meilleurs chantiers plus tard. Donc je pense qu'il y a une règle
qui est sous-estimée en rénovation dans le locatif. C'est une règle un petit peu universelle, c'est que ton premier chantier te coûtera toujours plus cher que ton deuxième chantier. Et ton deuxième chantier te coûtera toujours plus cher que ton troisième chantier. Et encore, et encore, et encore. Donc ça, c'est très important que tu le comprennes. Pourquoi ? Évidemment, je ne parle pas de prix global, je parle de prix en unité. Donc les prix en unité, c'est par exemple le prix au mètre linéaire, au mètre carré, au cube. Tu vois, c'est ce genre de prix de tarification. Pourquoi ? Non pas forcément parce que ton équipe va rebosser avec toi et que du coup elle va te faire un meilleur prix, c'est aussi une possibilité, mais c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas t'aguerrir et tu vas faire les choses mieux, peut-être plus rapidement. Peut-être que ça va être dans la prise de décision, tu vas être plus rapide. Ou peut-être que ça va être dans les matériaux que vous allez utiliser et que vous allez choisir avec vos entrepreneurs. Peut-être que vous allez tout simplement perdre moins de temps parce que vous allez choisir un matériau qui se pose plus vite. Donc du coup, vous n'allez peut-être pas gagner d'argent sur les matériaux choisis, mais sur le temps passé dans la pièce à faire ce lot-là. Donc voilà. Donc en fait, si tu veux, on devient meilleur avec le temps. C'est un petit peu comme, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais j'imagine que dans n'importe quel métier, par exemple un cordonnier, la première semelle qu'il fait, peut-être ça va lui prendre un quart d'heure. Et qu'il va la faire bien, mais de 0 à 10, il va la faire à 8 sur 10, tu vois. Mais sa deuxième, il va la faire à 8,2 sur 10 en 12 minutes. Et la troisième, il va la faire en 10 minutes à 9 sur 10. Et vice-versa. Et avec le temps, il va faire que du 10 sur 10 en 5 minutes, tu vois. Et c'est un petit peu pareil avec les travaux, sauf que c'est à une échelle beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de détails, évidemment, dans la gestion de projet. Et je pense que quand tu as compris ça, naturellement, tu vas tout de suite plus écouter que parler, parce que tu sais que ça va être bénéfique pour les prochains projets. Donc le point numéro 3, j'avais dit se faire respecter, mais se faire respecter pas comme un chef de guerre, ça n'a aucune espèce d'intérêt en fait dans la gestion d'une équipe, hein, c'est pas du tout comme ça. Moi je vois vraiment les choses, pour moi c'est un sport. Hein. L'immobilier c'est un sport, ou un jeu, on pourrait dire, un jeu, un peu comme le Monopoly, sauf qu'on a une équipe. Donc moi je veux bien me faire respecter, mais j'ai aucun intérêt à me faire craindre, je veux pas qu'on me craigne en fait. Donc quand je vais sur un chantier, j'ai pas envie que les gens ils changent de... Tu vois, ça c'est un bon indicateur que je peux te donner, un tips. Si tu as l'impression, si tu vois que quand tu arrives sur un chantier, si tu as l'impression que les gens arrêtent de parler entre eux, ou que ils coupent la musique, tu vois, souvent il y a une radio de chantier, s'ils coupent la musique quand tu es là, ou s'ils arrêtent de parler entre eux, s'ils font plus les blagues un peu de beauf, etc., c'est qu'il y a un problème, tu vois. Parce que là tu te fais plus respecter, tu te fais craindre. Et à mon avis, c'est un mauvais postulat de vouloir se faire craindre. On n'est pas au 5e siècle, on n'a pas besoin voilà, on n'est pas dans une stratégie d'empire, donc vraiment, se faire respecter, je pense, grâce à la communication, c'est la clé. Donc une très bonne communication, ça passe par, évidemment, là tu vas me dire j'enfonce des portes ouvertes, mais peu importe, je m'en fous. À un moment donné, ça passe par de la politesse, un vocabulaire soutenu, jamais de vocabulaire familier. Et donc le point numéro 2 c'était écouter. Donc quand tu as un vocabulaire soutenu, que tu as de la politesse et que tu écoutes beaucoup, les gens naturellement ils vont prendre leur place en fait. Naturellement ils vont se sentir à l'aise, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir respectés. Et en fait obtenir du respect c'est d'abord donner du respect. Donc le premier point, je récapitule un petit peu, rester ouvert d'esprit. Deuxième point, écouter et parler plus tard. Une sorte de 80-20. Et le 3, se faire respecter mais pas se faire craindre. Donc beaucoup de communication, mettre en place des canaux de communication pour que même quand tu es à distance, mais que la communication reste la même. Parce que ça, c'est un truc qui peut arriver assez souvent, c'est-à-dire que s'il n'y a rien qui a été mis en place, les jours où toi ils savent que tu es sur le chantier, que tu es présent, ils vont être présents, tu vois. Et le jour où ils vont faire en sorte d'être présents, c'est ça que je veux dire. Et les jours où ils savent que tu n'es pas là, le chantier, il peut ralentir. Il peut, tu vois, par exemple, être mis un petit peu au ralenti quand tu n'es pas là. Et ça, c'est ce que tu veux pas. Donc, si tu te fais respecter et que tu déploies un moyen de communication général entre les corps d'État et toi, et que tu agis en chef d'orchestre, ça c'est le point numéro 6, je reviendrai tout à l'heure dessus, tu vas voir que ton chantier il va avancer et que naturellement, tu n'auras pas besoin de demander pour des photos. Tu vois, demander pour des photos, c'est un truc que tu fais au début de chantier, au moment où tu gères le calendrier, où tu mets le calendrier au mur. Ça, c'est un truc, je vais en parler tout à l'heure. Mais tu ne demandes pas des photos tout le temps, c'est à eux de faire les photos. Moi, tu vois, les gens avec qui je travaille, quand ils avancent, bon, ils ne me font pas des photos tous les jours, mais ils prennent des photos, eux, de leur chantier, et une fois par semaine, ils sélectionnent les 3-4 photos qu'ils peuvent m'envoyer pour me montrer la différence de ce qui a avancé, et aussi des fois de ce qui n'a pas avancé. Tu vois, de quand il y a eu un problème sur le chantier, une inondation, un truc qui a pété. Je pense à un exemple où j'ai été
j'ai fait livrer de la faïence pour une salle de bain. Ils ont livré, je crois, 45 paquets. Sur les 45, il y en a une bonne dizaine, ils étaient complètement pétés, tu vois. Pourquoi? Parce que la faïence, pour ceux qui savent pas, ben, les paquets de faïence, ça se met pas à plat, à l'horizontale, tu vois. Ça se met sur la tranche à la verticale. Mais je pense que dans les gens qui ont manutentionné les paquets, ils ont dû en mettre à plat et ça les a fendus. Donc il y a des paquets qui sont repartis retour à l'envoyeur. Bon, bref, ils m'ont fait des photos de ça. Moi, j'ai appelé Big Mat et ils ont récupéré tout ça. Bref, peu importe. Donc, c'était se faire respecter grâce à la communication. Une bonne communication, ça permet de souder la team, en fait. Donc, un, rester ouvert. Deux, écouter. Trois, se faire respecter. Et là, normalement, tu as une bonne base pour créer ta team. Et l'étape numéro 4, qui coule de source, en fait, quand tu as tout ça, en fait, tu peux passer à l'étape numéro 4 et tu peux toi t'enrichir. Parce que là, tu as donné. Étape numéro 1, 2, 3, c'était je donne pour recevoir. Et là, étape numéro 4, tu commences à recevoir. Alors, comment on fait ça? L'étape numéro 4, c'est toujours apprendre au moins une chose par étape ou par passage sur le chantier. Donc, moi, je considère que si je me déplace, quand je fais une réunion de chantier, ou quand je passe une journée, une demi-journée, une heure, peu importe, avec quelqu'un sur le chantier, je considère que si j'ai rien appris, il n'est pas temps de partir. Je reste jusqu'à ce que j'ai appris quelque chose. Et moi, mon objectif à moi, évidemment, je veux voir avancer mon chantier, mais parce que intrinsèquement, c'est ça qui m'intéresse. Mais pour mon enrichissement personnel, je veux apprendre quelque chose de cette personne, de sa maîtrise, de sa zone de génie. Je veux connaître, tu vois. Donc, par exemple, j'ai eu sur un chantier à changer des poutres, ou en tout cas consolider des poutres, ou changer des poutres, ou faire tomber un mur qui était semi-porteur pour mettre des poutres de soutènement, etc. Et donc ça, c'était un truc que j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai fait en sorte de me libérer pour être sur le chantier ces journées-là. Et j'ai posé plein de questions. J'étais en mode curieux, j'étais comme un gamin. Et moi, j'ai même dit à l'entrepreneur, je lui ai dit, bah, écoute, tu m'as dit que c'était pour ta demi-journée, je dis pas de bêtises, s'il écoute ce podcast, il pourra peut-être me confirmer ça, je ne me rappelle plus trop, mais sa demi-journée, c'était peut-être 400 € pour faire ce travail-là, plus le prix des poutres et de la quincaillerie, etc. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi, regarde ce qu'on va faire. Je te propose d'être ton deuxième ouvrier. Donc, toi, tu vas le faire. Moi, je vais être ton deuxième ouvrier. C'est un truc qu'il allait faire tout seul, tu vois. Mais avec une aide, il peut le faire plus rapidement. Donc, moi, j'ai joué la carte de je veux apprendre quelque chose de toi. J'ai vraiment besoin d'apprendre. Et en plus de ça, je vais t'aider. Tu vas pas te tuer à la tâche. Du coup, je vais porter des trucs lourds avec toi. Et tu vas gagner du temps. Donc, tu peux peut-être éventuellement me faire une petite ristourne. Donc, peut-être que son prix, c'était 4 ou 500 €. Au final, il me l'a fait pour 300 €. Et j'ai passé tout ce temps-là avec lui. Et par contre, maintenant, je suis capable de te ressortir tout ce qu'il faut savoir pour remplacer un mur semi-porteur par des poutres de soutènement qui sont elles-mêmes reliées par des sabots à d'autres poutres, tu vois. Donc ça, c'est des choses que j'aurais été incapable de savoir la répartition des forces de ces poutres-là sur les murs porteurs qui sont aux deux extrémités, donc les murs mitoyens. Ça, j'aurais été incapable de te l'expliquer avant d'avoir fait ça. Et je suis très content. En fait, j'ai payé ma formation de 300 € et en plus, j'ai eu un travail qui a été abouti. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je me forme sur le sujet, j'ai mon chantier qui avance, j'ai respecté la personne, elle m'a respecté en retour, j'ai écouté pour pouvoir en parler plus tard, et je suis resté ouvert parce qu'il aurait pu très bien me dire non, ça je fais pas, d'ailleurs je me rappelle plus trop des tenants des aboutissants, mais il y a des choses qu'il m'a dit qu'on pouvait pas faire, etc. Donc j'ai pas été, tu vois, dans ma projection, j'ai pas été à 100% de ma projection, mais j'ai trouvé une solution quand même. Donc ça c'était le point numéro 4, toujours apprendre au moins une chose, soit par étape de chantier, soit par personne, enfin, à toi de mettre le curseur comme tu le souhaites. L'étape numéro 5, à mon avis, dans un chantier, et ça c'est très important, c'est un truc de caméléon, tu vois, que j'ai appris en commerce il y a quelques années, c'est utiliser le bon vocabulaire. Donc, utiliser le bon vocabulaire, ça ne veut pas dire être poli, ça on s'en fout, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça me semble classique d'être poli. C'est pas ça. Utiliser le bon vocabulaire, c'est le vocabulaire le vocabulaire du métier. Donc, par exemple, je reprends mon exemple là pour les poutres. Si il te dit que c'est pas une poutre, mais que c'est une panne, ben, il faut que tu utilises le mot panne. Tu vois, c'est pas la même chose. Si il te dit que c'est pas une poutre, que c'est une solive, ben, il faut que tu dises une solive. Et il faut que tu apprennes. Il faut que tu dises oui, mais pourquoi? Tu vois, comme les enfants, pourquoi? Pourquoi ça c'est une poutre et pourquoi ça c'est une solive et pourquoi ça c'est une panne et pourquoi? Parce que tu vas comprendre. Et si tu comprends, hop, on retourne au point numéro 3, se faire respecter grâce à la communication. Et par défaut, on retourne au point numéro 2, écouter pour pouvoir en parler plus tard, devenir un expert sur ce sujet-là. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu vas pas frimer le dimanche après-midi au repas de famille pour dire ouais, ça c'est plutôt une poutre, tu vois, c'est plutôt une... Non, on s'en fout. Tu vois, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est plus pour toi
que tu viennes grossir ton vocabulaire d'expertise et que tu viennes grossir tes connaissances. Et en fait, ce vocabulaire, ça va te permettre de mieux te fondre dans ton équipe et de mieux comprendre. Et en fait, lors de ton premier chantier, je te disais tout à l'heure, ton premier chantier il va te coûter plus cher, il va durer plus longtemps que ton deuxième chantier. Pourquoi? Parce que dans ton deuxième chantier, normalement, tu vas poser moins de fois la question pourquoi ça s'appelle comme ça, et pourquoi on ne ferait pas comme ça, et voilà. Parce que, en fait, tu as tellement appris, tu t'es servi de ce temps, c'est vraiment de l'effet cumulé. Hein. Tu fais un effet cumulé de la gestion de chantier, ton centième chantier, c'est une bombe, hein. C'est une bombe de rentabilité. Tu vois, donc il faut vraiment essayer de tirer le meilleur de toutes tes expériences, de toutes tes rencontres, et à mon avis, utiliser le bon vocabulaire. Tu vois, par exemple, quand j'ai switché entre l'immobilier et les nouvelles technologies pour le monde de l'immobilier, oui, je connaissais le vocabulaire de l'immobilier, mais j'ai dû apprendre le vocabulaire de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, des applications. Tu vois, il y a des trucs, j'y connaissais rien. Moi, tout ce qui était logiciel SaaS, tout ce qui était, je sais pas, full web, les disques durs, enfin vraiment tous les trucs qui sont en rapport avec les ordinateurs et tout ce qu'on on fournissait en fait à nos clients. Moi, j'étais capable de l'expliquer avec des mots, mais en réalité, ces clients-là, ils estiment que toi, tu es censé être l'expert. Donc, tu dois utiliser le bon vocabulaire. Donc encore une fois, je trouve que c'est un point hyper important. Et encore une fois, quand tu es à table, ça paraît logique, hein, mais quand tu es à table, tu dis pas passe-moi à la cuillère pour avoir un verre ou avoir le sel. Tu vois. Donc on utilise le bon vocabulaire. Et le point numéro 6, qui est à mon avis le plus important, et c'est vraiment la conséquence de tous les autres points, c'est être le chef d'orchestre naturel grâce à 2 outils simples. Donc le premier, c'est Google Agenda, et le deuxième, c'est un groupe WhatsApp. Donc pour conclure, en fait, en quelque sorte, ces 6 points, je dirais que quand tu as tout ça, tu es censé utiliser des outils. Alors déjà, quand tu veux lancer un chantier, il te faut des plans. Donc tu te projettes grâce à des plans. Donc là, tu vois, moi je me fais toujours des plans en 2D, 3D on s'en fout, hein, t'es pas obligé, tu peux le faire si tu veux. En 2D parce que les gens du chantier ils s'en foutent de la 3D, ils veulent surtout du 2D pour pouvoir voir l'homogénéité dans les pièces, ce que tu veux faire, les prises électriques, les sorties et les arrivées d'eau, etc., etc. Donc ça c'est important. Donc plan, et ça c'est un truc qu'il faut accrocher sur un grand carton. Moi je fais comme ça, donc sur un grand carton que je chope. Tu scotches les plans, à côté de ça tu scotches l'agenda de départ, hein, donc les deux, par exemple les 2-3 premières semaines, ou alors les grandes lignes, tu peux faire une frise chronologique que tu fais au feutre. Et le troisième truc, c'est que tu écris sur ce grand carton que tu accroches au mur dans ton chantier. Donc toutes les personnes qui ont les clés du chantier vont pouvoir le voir à chaque fois qu'ils viennent. Tu écris le nom du groupe WhatsApp avec ton numéro. Comme ça, ils peuvent t'envoyer un message pour pouvoir être dans le groupe WhatsApp si jamais ils ne l'ont pas encore fait. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu as ton Google Agenda et que tu as WhatsApp, tu es capable de les connecter ensemble et du coup de partager les moments de présence de tel et tel corps d'état. Donc ça c'est assez impressionnant. Ça te permet en quelque sorte de faire reposer la responsabilité de qui est là, qui est pas là sur un outil. Et donc du coup c'est la faute de personne, c'est la faute de tout le monde. Donc tout le monde est censé aller jeter un œil. Donc WhatsApp c'est génial parce qu'ils peuvent t'envoyer des photos, ils peuvent poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, même si souvent c'est des trucs logiques, mais c'est juste pour être sûr. Tu sais, les gens, c'est pas leur appartement, c'est pas leur maison, c'est pas leur immeuble. Ils veulent juste poser des questions pour être sûr. Donc souvent, c'est des trucs où il n'y a aucune conséquence, aucune incidence. C'est juste pour que tu dises oui, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer. Donc le WhatsApp, il va servir beaucoup à ça et à avoir des photos et des vidéos si besoin. Et le Google Agenda a connecté tout le monde sur un espace-temps pour aller jusqu'au bout du chantier. Il est très important de mettre aussi sur le carton que tu accroches sur un mur à l'entrée de ton chantier, la date souhaitée de fin de chantier. Voilà. Avec peut-être une petite phrase sympa ou un truc, mais histoire de dire je veux récupérer les clés de tous les entrepreneurs telle date. Voilà. Cette date-là, c'est ma date butoir, je ne peux pas aller au-delà. Donc ça, c'est important parce que du coup, tu mets cette responsabilité de la date finale, de la deadline, tu la mets à l'écrit et tu n'as pas besoin de venir leur répéter ou de leur écrire. Tu vois, c'est écrit sur le chantier. Donc s'ils ne le voient pas, c'est que vraiment ils font exprès. Donc voilà, je récapitule les 6 points. Étape 1, rester ouvert d'esprit. Étape 2, écouter et parler plus tard, une sorte de 80-20. Étape 3, se faire respecter grâce à la communication, rester fluide. Toujours apprendre au moins une chose, soit par personne, soit par étape de chantier, enfin voilà, à toi de mettre le curseur. Étape 5, utiliser le bon vocabulaire métier. Voilà, bon, j'ai suffisamment expliqué ce que ça voulait dire. Étape 6, être le chef d'orchestre grâce à 2 outils, notamment Google Agenda et un groupe WhatsApp qui portera le nom du chantier. Par exemple, si tu es, je te dis des bêtises, rue de la Tour, tu mets rue de la Tour, voilà, c'est le nom du groupe WhatsApp et tout le monde se connecte à la rue de la Tour.
Voilà un petit peu pour la conclusion de tout ça. Je dirais qu'un bon apprentissage pour apprendre à bien gérer un chantier de rénovation, c'est égal à la somme de temps sur la répétition. Je répète, bon apprentissage égale temps sur répétition. Donc quand tu sais ça, tu comprends vite que le maître mot, c'est patience. Tu vois. C'est comme dans n'importe quel métier où tu as envie de devenir un expert. Moi, je sais qu'à terme, je vais pas arrêter de gérer les chantiers. Je vais peut-être prendre plus de gens, je vais peut-être avoir des équipes plus grandes, mais je vais pas arrêter de les gérer. Parce que ça me demande assez peu de travail, en fait, la gestion, parce que je mets des outils et j'ai des process qui sont mis en place. Donc, je sais très bien que avec le temps et la répétition, je vais devenir meilleur et mon apprentissage va accroître, en fait, tout le temps. Allez, on arrive un petit peu sur la fin de cet épisode. C'est vraiment un sujet qui me plaît, donc je parle un peu sans fin. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose en tout cas. Tu me diras ça en commentaire. La question de la semaine, c'est une question de @rossi21 sur Instagram. Quel prix tu payes ton agence pour tes saisonniers? Alors du coup, pour mes locations saisonnières, je pense que c'est ça que tu veux dire. Quel prix? Alors c'est pas un prix défini, c'est pas un forfait Rossi. Il s'agit d'un pourcentage et moi j'ai pris une conciergerie. Du coup, oui, c'est pas une agence en tant que telle, même si les services sont un peu similaires, mais je crois que légalement parlant, on n'a pas le droit de les appeler agences immobilières, tu vois. Il y a une petite différence. Une agence immobilière, je crois qu'il faut une carte T ou une carte G, suivant leur spécialité, qui vont eux-mêmes se faire. C'est un truc qu'ils vont récupérer à la CCI, tandis que les conciergeries n'en ont pas besoin. C'est 20% de mon côté. J'en ai trouvé des plus chers, j'en ai trouvé des moins chers, mais je dirais que la moyenne pour un full autonome, c'est 20%. Tu peux trouver du 15%, mais c'est toi qui dois gérer l'annonce, répondre aux gens, etc. Donc en fait, la conciergerie, c'est plus une entreprise de nettoyage qui vient gérer tes entrées, tes sorties, etc. Donc moi, boîte à clé, plus 20%, et c'est entièrement géré, voilà, à peu près. Si tu veux plus d'informations par rapport à ça, n'hésite pas à nous réécrire en commentaire. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Ah oui, j'ai failli oublier les recommandations. La recommandation de la semaine, en fait, c'est 2 livres. Il s'agit de 2 livres qui sont intimement liés. Le premier, c'est les 12 étapes pour votre projet de travaux. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà. C'est un livre de David Brahe que je recommande. Il va te permettre, si tu n'as jamais fait de projet ou que tu en as fait un et que tu dis que tu peux t'améliorer mais que tu as assez peu d'idées, celui-ci il va venir te structurer le cerveau. Hein. C'est un truc, tu vois bien que le mec il a fait ça pendant des années, c'est son métier, quoi. Donc il a divisé ça en 12 étapes pour que ton projet de travaux soit optimum et à mon avis, il y a plein d'astuces. Enfin, faudrait que je le relise. Tu sais, c'est ça le problème avec les livres, c'est qu'on s'en rappelle pas en fait. C'est difficile de se rappeler de tout. Je pense qu'à chaque début de chantier, se faire un petit récap des 12 étapes, ça serait pas mal. Je te mettrai ça dans les liens, dans la description. Le deuxième, c'est un truc que j'ai lu récemment, mais qui est lui aussi, je crois, c'est un livre de 2014, si je dis pas de bêtises, mais qui est vraiment très bien fait. Ça se voit que ça a été fait par un prof. Ça s'appelle Traiter l'humidité, comprendre les origines de l'humidité, diagnostiquer les désordres et les résoudre, de Yves Barré. Et donc ça, c'est un livre, tu vois, là, je le regarde, ouais, c'est ça, 2014. Mais bon, l'humidité entre 2014 et aujourd'hui, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, dans le sens où les choses à savoir sont les mêmes. Super intéressant, super intéressant. Je pense que si tu es un investisseur immobilier, que tu fais de la rénovation, tu achètes des bâtiments dans l'ancien, des bâtiments avant 1930, etc., tu as déjà connu des problèmes d'humidité. Et voilà. Et donc, même pour les bâtiments plus récents, c'est intéressant. Il y a plein de choses à faire. Les gens, ils pensent souvent que c'est catastrophique, alors que pas du tout. L'humidité, c'est juste un désordre, comme tant d'autres. Et des fois, c'est vraiment pas grand-chose. On connaît assez mal, en fait, l'humidité, parce que les gens pensent que c'est un fait, alors que l'humidité, c'est une conséquence. Ce n'est jamais un fait. Donc souvent, il y a quelque chose à régler en amont de l'humidité. Et c'est ça que le livre t'apprend, et il te donne des astuces avec des images. C'est un des rares livres avec images et photos à l'appui que j'ai acheté. Mais celui-là est très bien. Donc, ça s'appelle Traiter l'humidité de Yves Barré. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine chronique. Salut. Si cet épisode t'a plu et que tu as un projet de rénovation en cours ou sur le point de démarrer, et que tu galères à trouver comment le gérer parce qu'il y a une complexité particulière, etc., écris-moi en MP pour qu'on puisse essayer de trouver une solution ensemble. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider et d'utiliser ces connaissances que j'ai accumulées au long de ces années. Salut.